Dîne. Et nous revoilà en studio pour notre soirée de Drive Back. Nous irons jusqu'à 22h. 2 heures pour échanger, 2 heures pour parler, confronter aussi un certain nombre d'idées, voire même des arguments sur la thématique de ce soir qui vous est proposée en notre compagnie. Notre invité Olivier Ernest Jean-Marie, comme il aime se nommer, un citoyen ordinaire. J'aime bien quand il dit ça. C'est une expression que l'on retrouve sur ses nombreux ouvrages qu'il a pu écrire. Je crois qu'il y en a déjà au moins 4 ou 5. 4. Oui, il y en a 4. 4, voilà, oui. 4. Je dis ça parce que j'ai tous les 4. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse ce soir. Nous allons parler du vote et plus particulièrement du vote. Faut-il le rendre obligatoire? C'est de cela que nous allons parler ce soir, Olivier Ernest Jean-Marie. Et nous invitons bien sûr les auditeurs à y participer, à poser leurs questions, à voire même faire part de leurs avis et arguments au numéro de la première, au 63 23 23. Donc, appel aux citoyens et citoyennes. Mais non, ce n'est pas une conférence pour ceux qui pourraient. C'est un peu comme ça que ça se passe quand on a les échéances électorales. Il y a un certain nombre de conférences qui se font sur le territoire. Et puis, nous avons ces voitures sonos qui circulent un peu dans les quartiers pour appeler les électeurs à aller aux urnes. Et nous parlons justement de cela, du vote. Faut-il le rendre obligatoire? Faut-il rendre, le vote obligatoire? Olivier Ernest Jean-Marie, vous allez bien? Oui, bonsoir Claudine et bonsoir à la Martinique. Oui, ça va. Et je sais que bien. vous vous intéressez de très près à la chose électorale. Oui, je m'intéresse à la politique et à tout ce qui concerne le vivre ensemble, le décider ensemble, le faire ensemble. Mmh. Oui. On a parlé récemment du citoyen dans cette émission de Drive Back. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du citoyen de manière générale? Je veux dire que le citoyen, c'est une partie d'une communauté. Mmh. Donc c'est un élément, c'est un chaînon d'une chaîne plus vaste. Donc c'est l'unité d'un ensemble interdépendant et qui s'appelle la cité. Donc c'est la communauté. Et c'est quelqu'un qui à la fois donc a quelques droits et quelques devoirs envers cette communauté. Et l'idée de la démocratie, c'est, selon moi, c'est de permettre à chaque citoyen d'avoir une part égale dans la décision commune. Mmh. Donc la décision qui concerne la communauté. Tout à fait. Voilà. Et ça passe par le vote. Ça passe entre autres par le vote. Donc le vote, c'est vrai que c'est un moment important dans une démocratie, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas résumer la démocratie aux seules élections. Oui, c'est vrai, sauf qu'on a l'impression quand même que le vote, c'est vraiment la chose cruciale quand on parle du citoyen. On a l'impression que c'est que là qu'il pourrait avoir du poids, que là qu'il pourrait se faire entendre. Oui, aujourd'hui, dans la démocratie dans laquelle nous vivons, qui est une démocratie un peu intermittente, moi je milite pour une démocratie continue. Continue ou pleine. Voilà. Et donc dans une démocratie intermittente, c'est vrai que on se retrouve tous les 6 ans ou tous les 5 ans pour pouvoir voter. Et puis, dans le pire des cas, il y a très peu d'interaction entre les élus et les citoyens, les administrés, les habitants. Et puis on se retrouve donc 6 mois avant la prochaine élection avec une campagne électorale. Et c'est vrai que ce type de relation, donc élu-citoyen, montre quelques signes de faiblesse et qui se manifestent par, entre autres, des taux d'abstention qui vont croissant. On en parlera ce soir justement de l'abstention et notamment du taux de participation. Faut-il rendre le vote obligatoire au 05 96 63 23 23? Mais c'est quoi ça, voter? Voter, on en parle tout le temps, on dit qu'il faut aller voter, on voit un certain nombre de campagnes aussi. Et puis avec les réseaux sociaux, je pense que ça a beaucoup d'impact aujourd'hui quand on parle de vote. À quoi ça sert de nos jours? C'est quoi voter? Donnez-nous votre impression ce soir, Olivier Ernest Jean-Marie. Voter, c'est utiliser son droit d'expression et son droit à la décision
donc pour l'organisation de la communauté, donc que ce soit une ville, un pays, une collectivité. Donc c'est faire entendre sa voix. Et moi je dis que je regrette qu'on ne donne pas assez souvent la parole donc aux citoyens, aux habitants, aux administrés. Et je me dis que quand on nous la donne, il faut la saisir. Il faut la saisir quand bien même l'offre politique ne nous convient pas. Quand bien même on a été déjà déçu par des candidats qui nous ont promis beaucoup de choses auxquelles on a cru et qui ne sont pas advenus. Je pense que donc voter, c'est à un moment dire ben voilà, je fais partie d'une communauté et je donne mon avis et je le donne aussi en toute humilité. C'est-à-dire que je sais que ma voix ne compte que pour une unité. Et je sais que ma voix seule ne va peut-être pas tout changer. Je sais que les personnes qui défendent un programme avec lequel je ne suis pas d'accord vont peut-être être majoritaires, mais je donne mon avis et j'exprime mon désaccord par rapport peut-être à la majorité, mais j'adhère à des idées, et même si les candidats ne sont pas parfaits, parce qu'on aurait tous aimé avoir un candidat parfait, le super-héros ou la super-héroïne, avoir la super liste avec les candidats les plus vertueux, les plus vertueux, mais c'est pas ça la réalité. Donc on fait un compromis, on fait un choix, on choisit donc les candidats qui se rapprochent en fait le plus de nos valeurs, de nos idées. Mais quand vous dites ça, mais voter c'est aussi des convictions. Donc quand vous dites avoir le meilleur candidat, le plus vertueux, etc., avec un projet qui tient la route, c'est celui qui va voter, il a aussi ses convictions profondes que son candidat pourra répondre à ses desiderata, pas seulement les siens, mais aussi celui de la collectivité dans son ensemble. Oui, tout à fait. Et alors, quelquefois aussi, on vote plus, je dirais, par proximité que par intérêt général. On vote plus pour quelqu'un qu'on connaît, qui est accessible. Que pour le programme, c'est ce que vous dites. Oui, que pour les idées ou les valeurs défendues. Donc le fait d'avoir le maire ou le conseiller territorial à portée, je dirais, à portée de maison ou à portée de famille est peut-être plus important que ce qu'il pense vraiment, ce qu'il va vraiment défendre une fois qu'il sera élu. Quelquefois, ça peut arriver. Alors quand vous dites ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vote, c'est de manière désuète, c'est-à-dire que le programme, il est de deux côtés et on vote pour quelqu'un, pourquoi ? Pour son charisme, sa personnalité, ce qu'il est, et on ne s'appuie pas sur le projet qu'il propose pour faire avancer la société. Le vote, c'est une alchimie très complexe. Oui, surtout que ça se passe dans l'isoloir. Dans l'isoloir, et c'est une décision donc individuelle, et c'est clair que ça fait appel aux émotions. Donc vous avez parlé de charisme. Donc qu'est-ce que ce candidat ou cette liste-là génère chez moi comme émotion, comme enthousiasme. Et puis aussi quand on parle donc, je dirais, à notre rationalité, mais est-ce que ce candidat-là, en fait, est-ce que l'action de ce candidat ou de cette candidate ou de cette liste-là sera bénéfique pour la communauté, pour la collectivité, pour mes enfants donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu donc dans le choix d'un candidat, et on n'est pas dans une rationalité, je dirais, cartésienne. Puisque c'est un engagement derrière aussi quand on va voter, puisque le premier point, c'est quoi voter, à quoi ça sert de nos jours, et finalement on constate que par rapport à la définition que vous avez donnée, à votre regard que vous portez sur c'est quoi voter, c'est quand même, je le disais, un engagement, montrer qu'on participe à la vie de la cité, montrer son expression en tant que personne faisant partie d'une communauté. C'est quoi voter? Faut-il rendre le vote obligatoire? 05 96 63 23 23 pour participer à notre émission de ce soir. Une forme de liberté individuelle, hein. On peut y aller, on peut ne pas y aller. On décide de rester à la maison, de ne pas. Voilà, c'est libre. C'est un droit, mais c'est aussi un devoir civique que de voter. Olivier Ernest Jean-Marie.
Oui, c'est vrai que alors, on dispose du droit et aussi on dispose du droit de ne pas l'utiliser, de ne pas. Mais en même temps, est-ce que quand on ne va pas voter, est-ce qu'on donne vraiment son avis? Parce qu'aujourd'hui, l'abstention est multiforme. On peut donner beaucoup d'interprétations à l'abstention, depuis les personnes qui sont complètement déçues, complètement dégoûtées, et qui regrettent que l'offre politique ne corresponde pas à leurs vœux, aux gens qui sont complètement indifférents. Et notamment alors il y a un sociologue français qui les appelle les RAF, les rien à foutre. Et donc il y a les indifférents et puis il y a les déçus. Il y a aussi donc des abstentionnistes militants aussi. Et donc après c'est très très difficile d'interpréter l'abstention. Et est-ce que quand on renonce à ce droit-là, est-ce qu'on ne favorise pas un certain type de candidat par rapport à d'autres? Et en fait, est-ce qu'on ne concourt pas à l'élection de candidats justement qu'on rejette aussi? Et en même temps, on pourrait vous dire que l'abstention, c'est un message que l'on envoie par un certain nombre de mécontentements que les électeurs veulent souligner. Oui, mais ce message-là pourrait peut-être être envoyé par le vote blanc, ça pose la question aussi de la reconnaissance et de la comptabilisation donc, du vote blanc. Mais je pense que ça, c'est ma perception aujourd'hui. Donc, le droit de vote, en fait, on n'a pas toujours été autorisé à voter. Et quelquefois, dans l'histoire, en fait, pour voter... Et les femmes qui ont voté très tard, 1944... Il fallait avoir de l'argent. Donc, c'était le suffrage censitaire. Donc, tous les citoyens n'étaient pas égaux devant le vote. Donc, il y a eu un progrès où on est arrivé donc, au one man, one vote. Et même, quand je dis man, c'est l'homme et la femme, puisque en France, c'est depuis 1944 que les femmes peuvent voter. On ne le sait pas, mais les militaires ont longtemps été écartés du vote. C'est pour ça qu'on a appelé l'armée la grande muette. Donc il y a beaucoup donc, des personnes en situation de handicap, sous tutelle aussi, ont acquis le droit de vote très tard aussi. Et à prendre en compte toute la population, toutes les formes de la population, tous les publics. Voilà, c'est ça le vote. Et aujourd'hui, on est arrivé, on a élargi les individus qui ont le droit de voter. Et je pense que il faut respecter aussi les abstentionnistes, donc c'est un choix. Et la question du vote obligatoire renvoie aussi aux autres obligations que nous avons dans notre société. Parce que, par exemple, est-ce que payer ses impôts est facultatif? Est-ce qu'on a la liberté de ne pas payer ses impôts ou pas? Non, nous sommes obligés de payer nos impôts. Aller à l'école aussi. Et payer ses impôts, c'est un acte civique, c'est faire société, c'est apporter sa contribution. Donc, est-ce que vous pouvez choisir ou non de payer la TVA ou non? Mais non, vous la payez. Et là, il n'y a pas de débat. Et vous contribuez donc à l'économie de votre communauté. Oui, la scolarité est aujourd'hui obligatoire, par exemple. Et on peut prendre un autre exemple, la loi sur la parité, par exemple. Est-ce que si la loi n'avait pas obligé donc à instituer la parité dans les conseils municipaux, les conseils régionaux, sur les listes électorales, est-ce qu'on aurait autant de femmes élues aujourd'hui? Moi, j'en doute. Hein. Donc il fallait légiférer pour prendre en compte. Il y a une loi qui oblige, parce que aujourd'hui, je dirais que l'être humain n'est pas totalement sage et équilibré. Et donc, quelquefois, l'égalité pour lui n'est pas quelque chose d'évident. Donc, il y a une loi qui a été prise donc, au cours des années 2000 pour obliger les candidats à présenter donc à part égale donc des hommes et des femmes. Un homme, une femme. Voilà. Donc je pense qu'il faut pas, selon moi, interpréter l'obligation comme une restriction de liberté. Au contraire, je dirais que l'obligation peut être
en fait, compte une voie pour l'ouverture, donc notamment pour le cas des femmes dans la parité, pour l'accès, justement, l'ouverture de l'accès aux responsabilités politiques. Faut-il rendre le vote obligatoire? On va prendre quelques appels au 05 96 63 23 23. Vous êtes citoyen, vous avez un certain nombre de devoirs et de droits civiques. On parlera aussi du taux de participation. Vous pourrez nous en faire un constat, Olivier Ernest Jean-Marie, puisque depuis 40 ans, on a vu une certaine déliquescence depuis les années 80, où le taux de participation a vraiment diminué. On est passé d'une vingtaine, jusqu'à un pourcentage de 50%, il me semblait plus, pour les dernières élections, celles de 2020. Au téléphone de Martinique la Première, nous avons un premier auditeur-auditrice ou une première auditrice. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Allô, bonsoir, Martinique la Première, votre prénom? Alors, ce serait mieux d'éteindre la radio et d'écouter à travers votre téléphone ou d'enlever carrément votre haut-parleur, parce que là, nous ne pourrons pas vous entendre. Martinique la Première, vous bonsoir. Là Oui, on vous entend, votre prénom? Alors, c'est pas possible. On va demander aux auditeurs d'éteindre la radio et de ne pas nous parler avec votre système Bluetooth, parce que vraiment, ça nous gêne. Un autre appel au 63 23 23. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Alain, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, Alain. Allez-y. Bonsoir et bonne soirée. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Je n'interviens pas souvent, mais je suis à l'écoute et j'apprécie. Merci Alain. Aucun problème, Martinique Première. Encouragement à toutes les équipes, les techniciens, tout le monde. Merci beaucoup pour On les oublie pas. ces encouragements, Alain. Faut-il rendre le vote obligatoire? La réponse d'un citoyen est clairement non. Ah, mais on a envie d'entendre vos arguments là-dessus quand même. Alors, j'argumente. Je n'ai pas autant de phraséologie que l'invité, ni que d'autres grands intellectuels, mais citoyens de base, avec un niveau de culture moyenne. Je dis non, c'est une atteinte à la liberté, parce qu'on a le choix de voter pour tel ou tel candidat, de voter oui ou non, ou encore de ne pas voter. L'abstention, pour moi, ça doit rester un droit. Le vote obligatoire, je ne suis pas d'accord, parce qu'on a tous les choix possibles. Est-ce que vous avez entendu parler du taux de participation, par exemple? Alors, venons-y. Alors que tout le monde pleurniche sous la participation citoyenne, on a l'impression qu'on invente avec chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, la participation citoyenne. Non, c'est-à-dire que les chiffres, c'est-à-dire que la participation, elle diminue, donc les gens ne vont pas voter. Même si elle diminue, c'est une réalité et c'est le choix des gens. Il faut arrêter de chercher des excuses ou des explications intellectuelles. Les gens ne votent pas. Ceci dit, on ramène le vote qu'au politique. Il n'y a pas le vote politique. Les gens participent à la vie de la cité. Les gens ne votent pas une élection de parents d'élèves. Les gens ne votent pas à la Chambre d'agriculture. On entend tellement de choses, tellement de pleurnicheries, tellement de problèmes. Les gens ne votent pas à la Chambre des métiers. Les gens ne votent pas partout où ils ont le droit de voter. C'est leur choix. Je n'ai pas... C'est respectable. Les gens ne votent pas alors qu'ils sont acteurs, alors que leurs enfants sont concernés, alors que leur profession est concernée, alors que ils ont des motifs pour voter. Ils ne vont pas voter. Donc, en clair, ce qu'il faut, c'est que les acteurs, les responsables, les élus continuent de convaincre, de dire, mais je ne crois pas que c'est en obligeant les gens qu'on va changer leur attitude, leur habitude, dans aucun pays du monde, sans rester martiniquais, martiniquais. Donc, juste pour finir, pour dire que c'est la liberté de choix et qu'en toute franchise, ça va baisser de plus en plus, on n'y pourra rien. Donc, il y aura des ordres, les gens vont faire leur choix et j'en finis et j'écoute les réactions. Bon, je parle un peu fort, mais je n'ai pas la science, je ne dis pas que j'ai la vérité. Mais je constate en tant que simple citoyen qu'en fait, les gens ont le choix et que les gens, ils n'utilisent pas ce droit même dans leur vie quotidienne, je vous assure.
Alors, les gens ne votent pas. Vous avez quand même un certain nombre de pays, une vingtaine, hein, notamment en Europe, mais aussi par exemple le cas de l'Australie, où quand ils votent, c'est à 90%. En Belgique, on a un taux d'abstention qui est de 10%. Et ça a quand même beaucoup changé la physionomie politique, Olivier Ernest Jean-Marie, par rapport à ce que dit Alain. Non, parce qu'il y a la liberté individuelle. Un dernier mot, c'est ça ? Juste une réaction, je laisse M. Jean-Marie parler pour dire que, il y a des pays qui ont donné des exemples, mais si on prend l'exemple de la Belgique, c'est un pays qui est resté sans gouvernement, donc parlons-en. Bon, la boutade. Allez, je vous écoute respectueusement. Oui, alors... À bientôt, je suis à l'écoute et je vous remercie de m'avoir écouté. C'est nous, Alain, merci de votre appel. Hey, on a perdu Alain entre-temps. Oui, Olivier Ernest. Oui, alors pour répondre à Alain sur la question de la Belgique, donc il y a une distinction entre le vote obligatoire et la nature du régime. Donc on est sur un régime parlementaire qui est comme la France a connu lors de la 4e République, où les gouvernements se succédaient alors que le vote n'était pas obligatoire. Donc il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, mais il y a l'Australie aussi qui a un gouvernement plutôt stable, un régime plutôt stable, où le vote est obligatoire. Et la question, donc, Alain faisait le constat que les gens votaient de moins en moins. Donc même dans les associations de parents, s'impliquaient, s'engageaient moins. Et vous me demandiez, mais c'est quoi voter ? Voter, c'est s'engager. C'est le début d'un engagement. Et ce n'est pas la seule façon de s'engager dans la société. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des abstentionnistes qui sont très engagés sur le plan associatif, sur le plan social, sur le plan économique aussi. Mais le voter, c'est une forme aussi d'engagement. Et lui, il est catégorique, hein, Alain. Oui, il dit non. Il dit non parce que c'est une atteinte à la liberté individuelle. Mais est-ce que ça pose pas un problème ? On est aujourd'hui dans une démocratie représentative. Donc, en fait, quand on élit donc des candidates et des candidats pour pouvoir nous représenter. Et après, si la base que représentent ces candidats-là s'effrite, ça me nuise. Quelle légitimité, en fait, ont les décisions qui sont prises par ces représentants-là, qui représentent, en fait, de moins en moins de personnes. Oui, parce qu'ils sont noyés dans la masse. Voilà, donc ça pose quand même des difficultés, si vous voulez. Quand vous avez aujourd'hui, vous avez des maires qui sont en Martinique ou en Guadeloupe, par exemple, qui représentent moins de 20% des inscrits. Ça veut dire que il y a plus de 75 à 80% des inscrits qui n'ont pas voté pour eux. Or, ils sont censés représenter la totalité de la communauté. Donc ça pose une question. Moi, je n'ai pas de réponse tranchée non plus. Et donc l'idée, c'est quelle légitimité pour des élus qui sont de plus en plus mal élus. C'est ça la difficulté. On va prendre encore d'autres appels. Faut-il rendre le vote obligatoire ? Il nous a dit Alain non carrément, avec un certain nombre d'arguments avancés, et celui en principal, c'est la liberté individuelle que l'on doit respecter. Il nous l'a dit tout à l'heure au téléphone de Martinique, la première. On va continuer encore à vous écouter. Je disais qu'on parlerait aussi du taux de participation. Qu'est-ce que c'est ? Et puis qu'est-ce que ça démontre ? C'est quoi le constat depuis 40 ans, 50 ans en matière d'élection en France, puisque nous faisons partie de la France. Martinique la première, il faut éteindre la radio. Merci beaucoup de le faire. La radio, il faut l'éteindre. Ben oui, la radio, quand elle n'est pas éteinte, comment on peut faire pour entendre cette personne ? Une dernière fois, je vais prendre un autre appel. Ben oui, je vais le faire. Allô, bonsoir. Oui. Oh, la radio. Oui, bonsoir Claudine. Bonsoir Jean, on t'écoute. Oui, je suis un petit peu dans la même configuration. C'est vrai, on veut participer à l'émission, mais en même temps, on veut écouter ce qui se passe. Oui, voilà. Bonsoir, monsieur Jean-Marie. Bonsoir. Vous êtes un élu, non ? Non, je ne suis pas élu. Ah
Ah bon, vous êtes... c'est pour ça que je vous demande votre fonction. Voilà. En fait... C'est un citoyen comme toi-même, comme moi-même, Jean. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce soir, le sujet, c'est le vote. C'est ça? Tu n'as pas entendu alors le thème? Le thème, mais j'entends qu'on a parlé un petit peu de tout, mais il me semble l'axe, c'est le droit de vote, c'est ça? Oui, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? En fait, c'est vrai, c'est un vrai débat, parce que bon, le rendre obligatoire, ça serait, je dirais, forcer la main du citoyen, l'obliger à faire quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de faire. Parce que je crois que les gens qui ne votent pas, ils ont de bonnes raisons. C'est pas par hasard qu'un citoyen dit désormais, ce sont les gens qui ne votent pas, ce sont des gens qui ont voté dans le passé puis qui sont certainement déçus par le système. Le système. Et plus on va à travers le temps, plus on s'aperçoit que la classe politique est en dérive. La corruption, les affaires. C'est vrai que bon, on ne voit pas. On ne voit pas le bout du tunnel. Donc, souvent, les gens, il y a des gens qui ne votent pas, mais il y a beaucoup de gens qui votent blanc aussi. Je pense que si on nous inflige cette obligation de voter, ça va se transmettre. Hein. Il y aura beaucoup de gens qui vont voter blanc. Voilà. Mais, alors, si le vote blanc est comptabilisé, c'est aussi une manière de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on a quand même participé. Oui, mais ça nous emmènera où, Claudine? Est-ce qu'on va nous écouter? Je serais prêt, si je veux me faire écouter, je serais prêt à parce qu'on veut, c'est être entendu. Voilà, s'il faut voter blanc pour qu'on soit entendu, moi, je suis partant. Hein. Alors, on avait prévu de parler du vote blanc un peu plus loin dans l'émission, mais on peut déjà en discuter. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Ernest Jean-Marie, du vote blanc? D'ailleurs, il me semble que vous êtes pour. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y a eu quand même un progrès. Jusqu'à 2014, les votes blancs et nuls étaient confondus. Et généralement, en Martinique, ça représente entre 6 et 8%, hein, selon les... Donc, je parle des votes blancs et nuls. Hein. Et puis, depuis 2014, il a été donc par la loi encore a institué donc une distinction entre les votes blancs et les votes nuls. Donc, les votes blancs sont comptabilisés à part. Mais si vous avez 90% de votes blancs aujourd'hui à une élection, l'élection n'est pas invalidée. Hein. Donc l'élection sera validée. Et c'est pourquoi certaines personnes se battent pour la reconnaissance du vote blanc. Et on se rappelle qu'au sortir de la crise des Gilets jaunes, et lors du grand débat donc organisé par Emmanuel Macron, cette question-là est revenue. C'était en janvier, le 14 janvier, ça avait été lancé. Voilà, et donc cette question du vote blanc a été mise sur le tapis, et puis donc Emmanuel Macron a choisi de ne pas l'évoquer, de ne pas donner suite, mais c'est quelque chose qui revient souvent, et dans certains pays, si vous voulez, si jamais il y a un pourcentage de vote blanc, donc comme la Bolivie par exemple, au-delà de 30 ou 40% de vote blanc, l'élection est annulée. L'élection est annulée. C'est ce qu'ils ont peur d'ailleurs. Voilà, il continue, l'élection est annulée. L'élection est annulée, et puis donc elle doit être rejouée. Alors soit on peut décider d'interdire aux candidats qui ont généré ce vote blanc-là de participer, soit on les autorise à... Mais c'est vrai que... C'est démocratique, ça. La question du vote blanc reste ouverte, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « mais je vais voter blanc, mais ça n'aura aucun impact. Donc pourquoi aller voter ? Donc je reste chez moi. Je reste chez moi. Et comme l'a dit donc Jean, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. C'est vrai qu'il y a eu des scandales de corruption. Mais
il y a quand même un paradoxe à vouloir être entendu, parce que Jean a raison, on a tous, nous, dans nos démocraties, on a tous besoin d'être entendus, on souhaite que notre voix porte, que notre avis soit pris en compte. Donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à dire, bon, je souhaite que mon avis compte, parce que je fais partie de cette communauté-là, je me sens concerné par son avenir, mais je ne vais pas voter. Donc comment se faire entendre alors, voilà, c'est ça. Voilà, comment se faire entendre. Parce que ça passe par les urnes, ça passe par le bulletin de vote, ça passe par ce petit bout de papier. Comment se faire entendre si on ne va pas voter? Le pire, c'est que notre société est comment dirais-je, est régie par tout un... Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, vous avez toutes ces spires-là de la nation. Les grandes décisions se prennent là. C'est pas nous qui prenons les grandes décisions. Quand il y a une grande décision à prendre... Alors justement, quand il parle de grandes décisions... Ça complique les choses encore plus. Hein. Mais quand il parle de grandes décisions, puisque vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre de partis se retrouvent en petit nombre, parce que justement le taux de participation et l'abstention, le taux de participation est tellement maigre que finalement l'abstention prend le pas, et un certain nombre de partis ne sont pas représentés, ne sont pas représentatifs de la population, parce que justement derrière les gens ne se déplacent pas pour aller voter. Donc quand il y a des grandes décisions à prendre, on sait que par exemple dans une institution comme l'Assemblée nationale, on a de la majorité, du coup il y a des gros groupes qui prennent plus de place que d'autres. Les puissants, je ne sais pas si c'est les puissants, mais moi je parle de majorité. Oui, vous savez, il y a le lobby, Claudine, il y a les multinationales. On sait que ils ont des influences. Vous prenez Monsanto, vous prenez toutes ces machines. On va revenir à notre thème de ce soir. Ils ont leur lien avec toutes ces institutions-là. Jean, on va revenir à notre thème de ce soir. Faut-il rendre le vote obligatoire? Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Jean-Marie, de tout ça? Alors, sur la question, donc... est-ce que l'abstention favorise le changement? Est-ce que l'abstention favorise le renouvellement de l'offre politique? Je ne crois pas. Mais le système ne le permet pas. Mais le système le permet si on utilisait, parce que... Si, vous dites si. C'est parce que ça n'y est pas. Non mais si jamais on avait un vote... Faut espérer. On avait un vote, si tout le monde exerçait son pouvoir de vote, les résultats des élections pourraient peut-être être changés. L'équilibre des forces politiques pourrait peut-être être différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui, quand il y a un maximum de gens qui s'abstiennent, ce qui est le cas aujourd'hui, en Martinique, le parti majoritaire, c'est le parti des abstentionnistes. Hein. Et ça a été encore plus vrai aux dernières municipales, où on a connu au premier tour un taux de participation de 39%. Alors qu'on était dans les 52, les 54% au préalable. Et quand nous, en Martinique, parce que souvent j'entends dire oui, c'est la crise sanitaire, c'était le Covid, le confinement qui était plus ou moins annoncé. Nous, en Martinique, on était à 39%, à Mayotte, ils étaient à 70%. À La Réunion, ils étaient à 5%. Oui, mais ils étaient dans un contexte sanitaire pire que le nôtre. Pire que le nôtre. Oui, mais ils étaient confinés. Ce sont des peuples qui n'ont pas en fait, Mayotte, on sait pourquoi Mayotte a voté en masse, parce qu'ils espéraient beaucoup de la République. C'est ça, parce que c'est ça, ils voulaient s'intégrer au sein de la République. Mais nous, c'est pas le cas. Enfin, ils voulaient s'intégrer, mais ce que je voulais dire, Jean. On n'a pas les mêmes valeurs. Oui, mais nous ne défendons pas les mêmes valeurs. C'est pour ça, Jean, que je dis, c'est que donc il y a une dynamique propre à la Martinique en matière de participation qui n'est pas celle de la Réunion ou celle de Mayotte. Ouais. Et c'est vrai que Mayotte, on dit souvent que les nouveaux convertis sont les plus fervents. Hein. Donc c'est vrai qu'ils sont départements depuis 10 ans. Nous, on l'est depuis 1946. Donc on a un autre rapport au vote. Mais si
on veut se faire entendre, si on veut faire changer les choses, si on est mécontent, moi je pose la question de savoir, est-ce que en s'abstenant, on va provoquer le changement ? Est-ce qu'en s'abstenant, on va provoquer le renouvellement de la classe politique, des pratiques et des valeurs ? J'en suis pas convaincu. Non, c'est ma position, c'est pas. Un dernier mot pour finir, Jean. Intérêt. Vous savez, nous ne défendons pas les mêmes valeurs. Vous savez, quand nous revendiquons quelque chose tel que soit, que ça soit, je sais pas moi, les acquis sociaux, tout ça. Quand on a des revendications, nous ne défendons pas les mêmes valeurs, hein, c'est ça. Donc, vous avez d'un côté, vous avez le rapport de force dominant-dominé. Ça nous rejoint forcément. On n'a jamais le dernier mot parce que nous n'avons pas ce pouvoir de décision. Voilà. Merci Jean pour ton appel. On te souhaite une excellente soirée. On va poursuivre avec d'autres auditeurs. Bonsoir. Ouais. Merci, bonsoir d'avoir participé à notre émission de ce soir. Faut-il rendre le vote obligatoire ? Le taux de participation dans sa globalité depuis 40 ans n'a cessé de diminuer d'élection en élection. Olivier Ernest Jean-Marie, avant de prendre d'autres appels. Oui, quels que soient les scrutins, quelles que soient les élections, on constate une baisse tendancielle du taux de participation. Pour vous donner une idée, en 1983, lors de la première élection des conseils régionaux en tant que collectivité, on avait un taux de participation de 60%. Et en 2015, donc pour la première élection de l'Assemblée de Martinique, on est tombé donc à 41%. Donc on a perdu près de 20 points. Et c'est vrai aussi pour toutes les élections. Hein. Si on prend les législatives, en 2007, on était à 36%. En 2017, on était à 26%. Hein. Ça concerne la Martinique. Hein. Au présidentiel de 2007 en Martinique, on était à 59%. En 2017, on est tombé donc à 40%. On a perdu près de 20 points. C'est vrai aussi pour les municipales. Hein. On était donc en 2008, on était à 59%. En 2014, à 54%. Et on est tombé donc à 39% en 2020. Donc, quel que soit le type d'élection, on constate que l'abstention se développe, elle croît, et ça pose la problématique donc de la légitimité des décisions qui sont prises par les représentants qui sont élus par de moins en moins d'électeurs. Et si vous voulez, on va se retrouver dans une démocratie sans électeurs. Donc ça pose un problème qu'il faut adresser. Tôt ou tard, hein, la question va se poser, ou elle s'est déjà posée, puisqu'il y a un certain nombre de propositions de loi qui ont été faites depuis 1871. Il y en a au moins 50, et de plus en plus, puisque je suppose et j'imagine que les gouvernements successifs ont remarqué que l'abstention, et d'ailleurs quand on le voit lors des émissions télé, quand on diffuse ou quand on donne les résultats, la première chose que l'on montre, c'est le taux de participation, et on parle aussi du taux d'abstention que l'on met en exergue pour montrer que les électeurs vont de moins en moins dans les bureaux électoraux pour faire part de leur vote, pour montrer ou pour dire en tout cas ce qu'ils souhaiteraient avoir comme personnes qui pourraient les représenter dans les instances, dans les différentes instances, et ça devient une problématique observée par vous, observée aussi par toutes les personnes qui s'intéressent de près, mais de très près, de la chose politique. Un autre appel au 63 23 23 Martinique la première. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, votre prénom? Guy. Bonsoir Guy, on vous écoute. Alors, premièrement, je vous remercie d'avoir fait cette émission sur ce thème-là. Merci. Je le trouve très important, mais malheureusement, on le fait trop tard. Bon vous savez, les gens écoutent la radio depuis 4 heures jusqu'à 22 heures. Non, c'est pas ça. Je veux dire que quand il y a des gens qui sont plus intéressés, peut-être ne sont pas à l'écoute pendant ce période-là, peut-être les jeunes comme ça qui ne vont pas voter. Alors bon, c'est pas grave, mais vous la faites, c'est déjà bien de la faire. Alors moi, ce que j'ai à dire sur ça, c'est que
J'estime qu'il faudrait faire des émissions pour montrer la valeur d'un bulletin de vote. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a commencé. Le mode d'élection français fait en sorte que même avec une voix, on gagne une élection. Je crois que beaucoup de gens peut-être pas encore faire attention, parce que c'est ça la problématique de l'élection française, c'est-à-dire que la personne est majoritaire, que ce soit la personne qui gagne, c'est avec une demi-voix, une cinquième de voix, il est gagnant. Et le problème qui se passe, c'est que beaucoup de gens se plaignent, des gens en place, des instances, et pourtant il y a de plus en plus d'abstentionnistes sur les votes. Il faut qu'à un moment, à mon avis, qu'on prenne en compte les votes blancs et que les gens aillent voter pour faire changer les choses, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Parce que si les gens veulent que les choses changent, il faut voter, il faut aller voter, même blanc, il faut aller voter, parce que c'est là, comme ça seulement on pourra faire changer les choses. Il y a un autre point peut-être important, restez avec nous encore Guy, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de méconnaissance des affaires politiques Olivier Ernest Jean-Marie, c'est-à-dire, et pourtant on a l'impression quand même que les élus ont une certaine pédagogie, essaient de convaincre, démontrent, donnent de leur personne, font un programme électoral pour qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont proposer sur leur mandature. Est-ce que du côté de l'électeur, il y a, on ne connaît pas trop, on ne sait pas, ok, législative, etc., à quoi ça sert, enfin bon, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de manquement chez les électeurs? Oui, non? Il y a certes un désintérêt, mais les électeurs sont tellement aujourd'hui discrets, ils ont tellement de sources d'attention qui sont différentes. Et puis aussi, je dirais, l'environnement médiatique aussi a une part de responsabilité aussi. Ah bon? Qu'est-ce que... Non, mais je sens que Claudine se crispe. Ce n'est pas une attaque. Non, je dis que la manière dont on traite, et pas Martinique première, et pas ici, Claudine. Et donc, la manière dont on traite aussi la politique, c'est-à-dire que on voit bien, il y a eu un exemple dans les années 90 où un présentateur avait présenté des gants de boxe à deux débatteurs, c'était Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Mm-hmm. Donc, il avait scénarisé, donc avec son équipe, avec sa rédaction, ils avaient scénarisé la scène politique comme un ring où s'affrontent les gens. Nous, on dirait un combat de coq, donc il y a une arène, et puis donc c'est du divertissement. C'est là que je dis que, en fait, contre la manière dont aussi les médias traitent la politique aussi a un impact. Donc et c'est pour ça que le type d'émission que vous réalisez, très pédagogique comme ça. Il y en aura d'autres, on peut déjà le dire aux auditeurs. Oui. Il y aura d'autres émissions sur, alors on dit la politique ou la citoyenneté, mais la politique, c'est pas un gros mot. Et on aura justement un certain nombre d'émissions pédagogiques avec vous, Olivier Ernest Jean-Marie, sur d'autres thématiques encore pour aborder la politique différemment, autrement, avec un autre regard en tout cas. Et on voit bien que donc, sur la scène politique française, et au niveau médiatique, on a un développement de la culture du clash. C'est-à-dire qu'il faut que ça clash, il faut que ça saigne, quoi. Il faut qu'il y ait du sang pour qu'en fait, quand ça crée de l'audience. Bon. Donc, il y a cette responsabilité médiatique. Je dirais qu'aujourd'hui, en Martinique, on est quand même bien traité. On a beaucoup de télé aussi locales qui consacrent beaucoup de temps à la politique. Donc, la radio publique, les médias publics, la presse aussi. Les radios privées aussi. Et puis, donc, aujourd'hui, le personnel politique, ou les candidats, ou les gens qui animent les partis politiques aussi ont une responsabilité. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils font tout pour générer de la confiance, de l'enthousiasme, de l'espoir donc au niveau donc des électeurs, je pense qu'ils ont encore ils ont une marge de progrès, c'est encore perfectible. Et donc, c'est une responsabilité partagée, je dirais, donc, entre les médias, les citoyens eux-mêmes, les partis politiques aussi, et puis aussi je dirais, le personnel administratif, donc qui fait vivre les collectivités, les mairies, la CTM, donc aussi la manière dont ils mettent en œuvre la politique qui a été décidée par les élus a un impact aussi sur
le ressenti des... donc, si vous voulez, c'est un jeu qui se joue à plusieurs acteurs. Donc, il n'y a pas un responsable, un bouc émissaire qui est responsable justement de cette abstention-là. Je dirais, on est tous responsables, hein, citoyens, administratifs, politiques, journalistes. Et c'est à nous tous de pouvoir justement proposer des solutions pour faire remonter la participation. Et je voudrais ajouter aussi que je pense que peut-être il faudrait qu'on désacralise le vote. C'est-à-dire que c'est parce qu'on lui accorde autant d'importance qu'on peut accorder autant d'importance à l'abstention. Et c'est-à-dire qu'il faut se dire que le vote, c'est une procédure donc de confiance, confiance, mais parmi d'autres qui doivent exister, qui aujourd'hui n'existent pas. Voilà. Il n'y a pas d'autres appareils qui permettent de donner son avis. Alors bon, il y a quelques consultations, il y a quelques... Ça commence... Référendum, mais... Il y a aussi des conventions citoyennes. On a vu, alors c'est un exemple un peu malheureux pour l'instant, la convention sur le climat qui a été mise en place. Mais... Avec 120 électeurs, c'est ça Oui, 150 électeurs. Et puis avec qui ont produit des propositions qui ne sont pas vraiment retenues sans filtre comme ça avait été promis. Bon, donc l'idée c'est de multiplier les espaces de décision où les citoyens pourraient donner leur avis sur des choses qui concernent leur quotidien pour relativiser l'importance du vote et relativiser aussi l'importance qu'on peut accorder à l'abstention. Faut-il rendre le vote obligatoire? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Guy? Est-ce que vous êtes averti concernant les sujets autour de la politique, ce que représente la politique réellement? Ce que c'est? Je crois que la politique, c'est quelque chose d'important et de sérieux. Mais je crois qu'aussi, il y a une crise de confiance envers les élus aujourd'hui qui fait en sorte qu'il y a autant d'abstention. Et je crois aussi que c'est dû au fait qu'on a essayé de régler le problème en disant pas de cumul de mandats, mais ils ont mal, à mon avis, ça a été très mal que je posais peut-être la question à M. Jean-Marie, ils ont dû parler pas de cumul de délégations. Parce que ceux qui arrivent, on trouve jouent les mêmes aux endroits où on décide. Parce qu'ils ne sont peut-être pas élus 2 fois, mais ils ont plein de délégations pour pouvoir décider. Et au lieu de dire qu'on aurait pu partager les tâches à beaucoup de monde, à d'autres élus, c'est toujours les mêmes qui prennent les décisions. Je pense que aussi ça fait un petit peu désordre et les gens trouvent ça passer au lieu ou bien disant c'est au lieu que ça se décide. Les autres élus d'une liste ne servent à rien. C'est toujours les mêmes qui sont à la tête qui vont servir, qu'on voit et qui s'expriment. Les autres, c'est ça le problème aussi. Hein. Il y a plein de choses qu'on doit régler, à mon avis, sur une liste électorale, dans les endroits où ça se décide. Parce qu'on n'a pas de cumul de mandat, mais pas de cumul de délégation. Et c'est là que ça pose problème, à mon avis. Est-ce que vous êtes pour l'obligation du vote, le rendre obligatoire, oui ou non? À condition qu'on doit compter à un moment les codes blancs. Donc c'est oui. Oui, mais il faudrait maintenant prendre en compte les codes blancs parce que ça va représenter quelque chose à un moment. Oui, mais vous savez que s'il devient obligatoire, il y aura bien sûr à côté soit on ne va pas dire des sanctions, mais voilà, il y aura une contrepartie. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas parce que moi je dis qu'il y a des gens qui se sont battus pour avoir le droit de vote, il y a encore des pays que les gens se battent pour avoir le droit de vote. Nous sommes dans une démocratie pour pouvoir aller voter, les gens refusent d'aller voter et après ils discutent. Ah, c'est toujours le même élu. Non, quand quelqu'un parle politique avec moi, je veux dire mon cas, je dis est-ce que vous allez voter? S'il m'a dit non, je dis on arrête de parler politique. C'est radical alors là. Non, mais c'est pas bizarre de dire ça, mais quand vous parlez, vous êtes en train de critiquer et vous n'allez pas faire un geste citoyen pour faire changer les choses. Je ne vais pas vous dire, vous avez des pour les gens qui sont en place, au moins aller voter. Ça va faire peut-être bouger les lignes. Merci Guy d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Dans la journée, peut-être. Ça serait intéressant. Non, ce sera le soir, Guy, ce sera comme ça. Parce que les auditeurs écoutent la radio aussi le soir, la journée, je veux bien, mais c'est le soir et c'est comme ça. Et puis on a plus de temps. Le soir, on est plus reposé, on est plus apaisé aussi pour pouvoir réfléchir, discuter. Donc c'est retenez l'heure, en parlez-en à côté autour de vous, 20h, 22h et un mercredi prochain déjà. Au revoir. Merci quand même d'avoir fait l'émission. Merci beaucoup. Allez, au revoir. On va revenir dans quelques instants. On va écouter Baille la voix avec le titre
titre Aïe et notre invité Olivier Ernest Jean-Marie sur cette thématique. Faut-il rendre le vote obligatoire? Vous pouvez continuer à nous appeler. Flash à 22h. 20h, 22h, Drive Back avec Claudine. Mais pas que sur Martinique la première. Olivier Ernest Jean-Marie, un citoyen ordinaire en studio pour échanger avec vous, chers auditeurs, auditrices de Martinique la première, sur faut-il rendre le vote obligatoire? Depuis le début de cette émission, nous avons un certain nombre de réponses. Alain non, Jean non, Guy oui. Donc voilà, 2 sur 3. On a un oui. On verra bien ce que pourra nous dire les autres auditeurs qui vont intervenir ce soir. On a parlé du vote, une action quand même forte qui a du poids pour permettre à tous les citoyens de se faire entendre, une forme de liberté individuelle. Et d'ailleurs, Alain nous l'a dit tout à l'heure, il se dit, voilà, on a cette liberté, si maintenant il faut qu'on passe à un vote obligatoire, c'est une contrainte, donc non, lui, il n'est pas d'accord du tout. C'est quand même un droit et un devoir, notre devoir civique, d'aller voter, d'aller mettre dans l'urne ce bulletin qu'on aura choisi. On a constaté que le taux de participation, on en a parlé tout à l'heure, dégringole de plus en plus, voire depuis les 50 dernières années, quand il y a des échéances électorales, où on devrait avoir, par exemple, comme l'Australie, où c'est obligatoire 90%, on se retrouve à des taux bien moindres. On passe à un taux de participation de 30%, 39%, 40%. On n'arrive vraiment pas à 50% depuis quelques années. En cause, l'abstention qui gagne de plus en plus de terrain, cette espèce d'ombre qui plane comme ça sur chaque élection. Alors, est-ce que c'est parce que les électeurs s'abstiennent, mais véritablement, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais est-ce que c'est irréversible? Parce qu'il faudrait peut-être retrouver une solution à cela. Et puis, c'est peut-être aussi un message de mécontentement, cette abstention. Et certains auditeurs ont parlé aussi, notamment du vote blanc. On y reviendra quand même pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre par rapport au vote blanc. Olivier Ernest Jean-Marie, vous souhaiteriez apporter, nous donner, faire un point, sur les listes électorales. On va quand même entendre Hubert avant que vous nous faisiez ce point. Avant que vous faites ce point. 21h05. Bonsoir Hubert, qui nous appelle de la Guadeloupe. Le plateau. Bonsoir. Alors, c'est vrai que nous sommes des pays assez jeunes en politique et qu'il n'y a pas longtemps qu'on exerce le pouvoir en tant que maire, etc. C'est vrai que nos aînés étaient des passionnés, parce qu'il y a beaucoup de camps communistes, c'était le monde ouvrier. Mais nous, nouvelle génération, on a déjà compris. Donc, si un candidat n'a pas d'argent, n'a pas les médias, c'est pas le peuple qui élu les élus. Ça, c'est faux, c'est des fausses démocraties. Si tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de pouvoir. Tu es un peu comme aux États-Unis. Si un candidat est candidat pour maire ou même pour élection régionale, etc., s'il n'y a pas le monde patronal derrière pour donner de l'argent pour la publicité, pour les fagnons, payer le rhum, tout ça, il ne va pas passer. Un candidat qui a des bonnes intentions. À la différence quand même aux États-Unis, c'est qu'ici c'est plafonné quand même. Donc l'argent peut-être, mais il faut arriver à un plafond. On ne peut pas le dépasser, le plafond. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Aux États-Unis, c'est libre, il n'y a pas de plafond, on peut donner les sommes qu'on veut. Et c'est vrai qu'avec aux États-Unis, Olivier Ernest Jean-Marie, vous pourrez le dire, un candidat, il peut avoir des sommes colossales. Il n'y a pas de limite. Tandis qu'en France, il y a une limite. Et c'est dans la loi, il faut la respecter. Oui, mais le plafond ne change pas. Je vous prends un exemple très simple. Ici, dans les pays comme en France, il y a des débats politiques tous les jours. Aux Antilles, c'est chaque fois qu'il y a des élections, il y a des émissions de débat. Les questionnaires ne sont jamais ciblés. Je crois, est-ce que vous allez le suivre, est-ce que vous êtes partisan, etc. Mais il n'y a pas de questions économiques, il n'y a pas de questions vraiment qui vont au fond. Il n'y a pas de journalisme spécialisé. Ça reste toujours à très plat sur les cancans, etc. Donc, la population même n'est pas éduquée. Il n'y a pas un débat assez élevé. Donc, ici, il y a beaucoup de radios libres. Les radios libres vivent de finances. Il suffit qu'il y ait un candidat. On décide, lui, il passe à 6 heures du matin. Il y a très peu de gens qui l'écoutent à 6 heures du matin. Il y a un autre candidat qui est favorable, il va passer à 7 heures, tout le monde va l'écouter. Donc, c'est clair, il n'y a rien de logique là-dedans. C'est vrai que même si c'est plafonné,
Mais le candidat qui a, je sais pas moi, peut-être qu'il y a une association de taxis qui est favorable, qui suit, ou soit qui donne de l'essence, et puis c'est fini. Et comme on a une population qui n'est pas éduquée vraiment politiquement, ça reste sous les belles phrases, les belles blagues, etc. Et puis c'est fini. En plus, il n'y a pas de renouvellement. Sur les candidats qui arrivent, ce sont des candidats qui étaient à l'opposition pendant 15 ans, 20 ans, et puis ils deviennent maires, et puis on constate que l'État est là déjà là depuis 10 ans, depuis 15 ans. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc c'est pour ça. Donc, et puis c'est généralisé. Donc les politiciens, c'est eux qui font les lois. Donc ils ont constaté la problématique et ils veulent obliger la population à voter automatiquement. Donc moi je suis tout à fait contre. Moi clairement, j'ai déjà compris le système. Je ne vous mentirai pas, il y a des élections qui vont venir bientôt. Je ne vais pas regarder ça. J'ai déjà compris. C'est pas le peuple qui met les gens au pouvoir. Vous n'irez pas voter, c'est ça, Hubert? C'est clair. D'accord. Donc le côté obligatoire, vous êtes contre aussi? Mais je suis tout à fait contre. Parce que moi, j'ai déjà compris, c'est pas le peuple qui met les gens au pouvoir. Hein. Moi, il y a un mode économique qui choisit tel candidat, etc. Et puis, on fait le nécessaire, on le pousse. Il y a des radios privées qui sont là pour ça. Il y a des journaux privés qui ont besoin de l'argent. Et puis, on met de l'argent derrière toi. Et puis, on te donne la publicité. Tu as des t-shirts, tu as tout. Et puis, c'est fait. Hein. C'est pas la population qui personne du pouvoir. Hubert, si vous êtes candidat, c'est pas quelqu'un qui vous a poussé. C'est parce que vous souhaiteriez, présenter un programme, changer un certain nombre de choses, faire avancer la communauté, la cité, enfin, votre environnement, votre commune ou indirectement votre quartier. Mais vous dites que c'est un candidat qui est choisi, qui est poussé par un groupe. Tout à l'heure, on a entendu Jean qui parlait de lobbyistes. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce que... Attendez, on prend un exemple régional. Bon, il y a vraiment les lobbying qui ont des projets. Ils ont des gros projets. Tel candidat soutient tel projet. Ils vont tout pousser derrière pour que le projet se réalise. Et puis, il y a le pouvoir à l'Hexagone, parce que la majorité des partis qu'on a sont reliés de l'Hexagone. Essayons de remettre de l'ordre dans tout ça. On écoute Olivier Ernest Jean-Marie. Est-ce que tous les candidats qui se présentent sont soutenus par les lobbies? Est-ce qu'il n'y a pas des candidats indépendants? Il n'y a pas de candidat indépendant, puisqu'une fois qu'ils sont élus, que ce soit les députés, il faut qu'ils aillent s'asseoir à un endroit. Non, mais dans une élection législative ou une élection régionale, est-ce que tous ces candidats-là, ils tous soutiennent par des lobbies? Pas ni un candidat qui libre, pas ni un candidat qui... Pas ni un candidat libre. Le plus souvent, parce qu'il n'y a pas nouveau, et le plus souvent, il y a chaque... Mais non, mais à dans l'élection, toujours ni 2-3 candidats qui neuf. Peut-être qu'il y a neuf, mais il n'y a pas fort. Mais si, alors, Hubert, est-ce que les ou abstiennent corps, ou qu'à Bayo Foss là, justement, ces candidats neuf là, est-ce que ou qu'à Bayo Foss là, ou bien au contraire, ou qu'à Ba Foss là, c'est Bouga qui, c'est gros candidats, qui nous qu'a favorisé les ou abstiennent corps? C'est pas les gros, c'est les petits. Ou quoi défavoriser les petits pour favoriser les gros, les abstiennent quoi? Est-ce que les ou pas qu'à voter ou pas qu'à favoriser justement ça qui t'est là? Ouais, mais quand on dit pas ni nouveau. mais c'est ni nouveau, c'est où? On dit qu'il descendu à on dit que à rapport parallèle Guadeloupe Martinique. Bon. Vous regardez tous ces changements mais là, ils fait là, ils pas ni nouveau. C'est des mots qui étaient déjà là. Dans l'opposition, oui. Qui étaient dans l'opposition, mais pas ni rien de nouveau. Donc, c'est la presse qui a présenté, c'est des nouveaux mondes. Nous changeons l'eau, mais à Guadeloupe. Oui. Mais la majorité dans c'est des mondes qui étaient à l'opposition, qui étaient là, et qui n'ont pas porté plainte, qui n'ont pas fait rien, ils sont suivis, mais pas ni rien de nouveau. Même le conseil municipal à l'époque, il n'y a pas entendu faire pour habiter. Mais il y a pas eu dit aller, moi arrêté à tout ça, c'est que ou dit il y a beaucoup fort. C'est ça on dit. Donc ça veut dire qu'on peut même voter bayo ou même le pas bayo chance non plus parce qu'on dit il y a des jeunes mais il y a beaucoup fort. Ah ouais, mais faut qu'on bayo en parle quand même pour ça il y a au café. Il y a beaucoup. Ah ben ouais, voilà. Donc finalement attends, là on va faire une analyse, on va prendre Guadeloupe seulement hein. On va prendre une analyse très simple. À l'époque, on était à raisonner, on était à 2 villes en Guadeloupe.
C'était lui les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il était non niveau avocat. En face, à l'Hexagone, on y a qui des énoques. Donc, à part en temps à Mitterrand, en temps à machin, tous ces là, souvent pas nos bagages, c'est où ils pourraient face à ces messieurs, ou pas dans ça. Ou petit enseignant, petit machin, on sous pas ni bagage face à ces messieurs, le qui parle chinois, bah, ou qui garde ou pas. Pour nous revenir à ça fait vote obligatoire là, parce que vous dit ou compte, ou pas, ouais. ou qu'a dit que, mais pour qui d'ailleurs ou compte, parce que pour qui ou qu'a dit que mettez le vote obligatoire, c'est un bail qui pas bon, parce que ou pas bah, nous réellement argument à tout ça, hein, ça fait que ou qu'a dit non ou pas les obligatoires. Parce qu'ils sont en liberté. Ah, d'accord. Son liberté, avait pas que parce qu'ils comprennent que ils ne sont pas suivis et qu'ils ont imposé des députés parce qu'ils comprennent qu'ils machin. Donc c'est. Parce que son système, il y aura comprendre que la population là commence à voir, etc. Pas ni de nouveau, c'est les mêmes partis qui ont remonté, c'est les mêmes générations là, c'est même tout le temps là. Ce qui fait qu'ils sont obligés à voter parce qu'ils ont pas de fil à eux. Et Hubert, qui a représenté où? Voilà. À la région, à l'Assemblée nationale, à l'Amérique, qui a représenté où? Qui a représenté moi? Ouais. Mais c'est des Guadeloupéens ou des Martiniquais. Des élus? Non, mais est-ce que c'est des gens qui ont voté Bayou? Ah ouais. Après, vous débat pour le monde. Mais il n'y a pas de pouvoir. Ça sert le débat. Ça sert le débat. Ça va l'aider, c'est que, en fait, quand. Non, mais Hubert pose la question là. On est aujourd'hui dans une démocratie représentative. C'est comme ça que le système est. Et aujourd'hui, c'est ça. Alors, il est imparfait. C'est vrai qu'il y a l'influence. On mérite d'être amélioré. De l'argent. C'est une influence qui est plus limitée que dans d'autres pays. Mais moi, je demande à mes amis qui soit ne sont pas inscrits ou ne votent pas, je leur dis, mais qui vous représente? On est dans une démocratie représentative. Donc, il y a des institutions, donc une mairie, donc une assemblée donc, communale, une assemblée régionale, en Guadeloupe, il y a le département, encore, il y a l'Assemblée nationale, mais qui en fait, compte nous représente? Quand on ne vote pas, ben, c'est ça, c'est-à-dire que l'abstention n'a pas de représentant. Et c'est ça qui pose un problème au système démocratique dans lequel on est. Et moi, j'ai l'impression que quand on ne va pas voter, en fait, on maintient l'offre dans l'état dans lequel elle est, l'offre politique. Et justement, quand on ne va pas voter, parce qu'on pourrait aller dire, bon, ben, moi, je vais voter pour les petits. Parce que les gros, bon, ils sont sous influence, ils sont pas fiables, on peut pas leur faire confiance. Eh ben, mettez un bulletin quoi tu veux. Aïe voter en petit. Bah yo fasse là. À quel jamais à analyser que parce que dans toutes les élections, même dernière élection là pour l'Amérique là qui Martinique, c'est ni des candidats qui étaient des candidats neufs, libres, qui partaient sous influence. Bah, yo face là. Pas tellement nouveau. Alors, oui, mais est-ce qu'il faut analyser les choses sous ce joug-là, c'est-à-dire parce que là, il dit qu'il n'y avait pas de nouveau, etc. Or qu'on sait que quand on vote pour quelqu'un, on vote, n'empêche, pour un programme, pour quelque chose, pour un projet, pour une certaine, comment on va le dire, visualisation de l'avenir, voilà, etc. Il y a quand même quelque chose derrière. On vote pas seulement pour la personne. Si aujourd'hui on en vient à définir le vote ou à définir la politique comme ça, et ça fait depuis quand même quelques années, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui cloche. Parce que c'est pas que ça. C'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Et puis, je pense aussi que il faut, selon moi, souvent on peut, ça peut arriver, on peut interpréter aussi le vote
comme un pari, comme quand si son coup cheval et nous capailler à sous cheval là qui arrive devant et souvent nous dit ah ouais tête cheval moi arrivé devant hein. Et l'idée c'est que on peut être fier de voter pour quelqu'un qui n'a pas gagné, qui n'a pas la majorité mais qui en fait compte représente nos valeurs, nos idées, des projets justement. Et puis peut-être que ça peut lui donner aussi donc de la force pour pouvoir persévérer, pour que cette personne-là, ou ce candidat-là, cette candidate-là se représente et puisse après gagner des élections, exercer des responsabilités, quoi. Faut-il rendre le vote obligatoire? Hubert nous dit non, mais moi ce que j'entends quand Hubert dit non, c'est que les élus souhaitent qu'on vote pour eux, mais tant pis pour eux qui n'arrivent pas à nous convaincre, tant pis pour eux qui n'arrivent pas à nous donner du bon nan-nan, de la substantifique moelle pour pouvoir nous nourrir par rapport au message ou à ce qu'on attendrait d'eux. Donc non, et il ne faut pas que ça soit obligatoire, ils n'ont qu'à se débrouiller, entre guillemets, pour arriver à nous séduire, pour que nous, électeurs, nous retournions aux urnes. Moi, je comprends un petit peu les choses comme ça, Hubert. Tu m'as tout à fait compris. Débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Essayez de changer votre façon de fonctionner, peut-être. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Et là, on pourra commencer à tendre une oreille pour écouter, comprendre, vous aider, participer, amener aussi notre pierre dans la société ou dans la vie de la cité. Merci, Hubert. Ok, c'est gentil, et puis à la prochaine. À bientôt, Hubert. Tu nous appelais depuis la Guadeloupe, depuis où? Depuis quelle commune? Je suis aux Abîmes. Aux Abîmes, voilà. Merci de ton appel. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Il est 21h20 sur Martinique. La première, l'abstention est là. Ce n'est pas irréversible, on me disait. C'est aussi peut-être un message que veut faire passer les électeurs pour attirer l'attention des élus, pour attirer l'attention de ceux qui sont aux affaires politiques. Mais on l'a vu depuis le début de notre émission que c'est quand même le point noir, le nœud aujourd'hui qui pourrait changer un petit peu la démocratie. Oui, ça a un impact sur je dirais, l'état de santé de la démocratie. Mais c'est vrai que tant que l'abstention va croître et que les élus vont continuer donc à être élus, c'est-à-dire que même s'il n'y a plus qu'un seul électeur, les élus vont se battre pour que l'électeur vote pour eux et quand ils seront élus, ils seront contents d'avoir gagné l'élection. Tant que cette abstention-là, en fait, ne va pas générer, par exemple, une annulation du scrutin, je pense que les partis politiques vont encore se concentrer sur l'objectif majoritaire. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire plus que le concurrent. Hein. Mm-hmm. Même s'il reste trois électeurs, dès que deux vont voter pour nous, on aura gagné et on aura rempli le contrat. Mm-hmm. Et donc mais derrière, on aura peut-être plus de mouvements de rue, plus de contestations dans la rue, parce que les élus seront moins représentatifs dans notre démocratie représentative. Vos appels au 63 23 23. Martinique, la première. Bonsoir, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Séverin. J'ai pas compris. Saint-Joseph. Séverin? Oui. D'accord, Séverin, on vous écoute. Oui, c'était juste pour me poser une question à M. Jean-Marie. C'est une question que je lui avais déjà posée il y a 2 ou 3 ans sur une télé. Monsieur Jean-Marie, d'où sortez-vous l'idée que les gens qui ne votent pas ne s'expriment pas? Parce que ne pas aller voter, justement, c'est s'exprimer. Ça a du sens pour quelqu'un qui ne va pas voter. De la même manière que celui qui va voter, ça a du sens pour lui. Celui qui ne va pas voter, ça a du sens aussi pour lui. Il s'exprime de cette manière-là. Il y a des gens qui attendent 5 ans pour s'exprimer de cette manière-là, pour manifester quelque chose qu'ils ont plus profond d'eux-mêmes. Je pense qu'il faut bien comprendre ça, parce que le citoyen ne comprend pas pourquoi il vote. Il ne comprend pas ça. Parce qu'un citoyen, quand il vote pour avoir un changement.
Et quand il vote, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'il vote. Il ne voit pas le changement. Malgré le changement des candidats, il voit qu'il y a du changement dans la vie des autres, mais pas dans la sienne. Il ne comprend pas pourquoi il vote. Donc, à un moment donné, comme dans tout système, il veut s'exprimer de cette manière-là. Et il refuse que le système lui dise de quelle manière il doit s'exprimer. Voter blanc, M. Jean-Marie, et s'abstenir, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas la même force. Voter blanc, c'est aller voter, c'est faire la démarche. S'abstenir, c'est ne pas aller voter. C'est communiquer d'une autre manière. Ça aussi, c'est important. Parce que le citoyen a l'impression qu'on utilise sa voix à... C'est comme si c'était quelqu'un qu'on avait besoin de savoir, en fait. On avait besoin de savoir pour mener nos business, pour réussir, pour la réussite personnelle. Mais pas pour travailler pour le peuple. Enfin, on a besoin de savoir l'enjeu politique ou l'enjeu électoral, c'est ça. On doit acquérir un certain nombre de voix pour passer un certain nombre d'étapes. Enfin, c'est une étape que l'on doit passer. Donc, je ne sais pas s'il y a une forme de besoin, puisque c'est comme ça que ça se passe en France. Enfin, dans bon nombre de pays, on va voter pour élire un certain nombre de personnes. Donc, c'est comme ça que l'enjeu se fait sous le système français, enfin, celui qu'on connaît un peu le plus, celui que vous connaissez le plus aussi, Olivier Ernest Jean-Marie. Oui, et je parlais de désacraliser le vote. Oui, bonsoir, c'est vrai. Oui. Je parlais de désacraliser le vote parce que même quand on vote pour un candidat aussi, il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. Soit ça peut être un vote d'adhésion, ça peut être aussi un vote pour faire barrage à un candidat qu'on ne veut pas voir arriver au pouvoir. Ça, c'est peut-être aussi comme pour Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, par exemple, l'élection présidentielle. Ça peut être aussi parce que on trouve, certaines femmes trouvent que le candidat est beau et elles votent pour le plus beau candidat. Et ça arrive aussi. Bref, parce qu'il parle bien. Donc le vote, l'interprétation de vote aussi, c'est quelque chose de très très complexe. Exact, je suis d'accord. Mais l'interprétation de l'abstention, c'est encore plus complexe. Exact. C'est encore plus complexe. Il y a plusieurs types d'abstentionnistes. Voilà, tout à fait. Il y a ceux qui sont dans les cages d'escalier, les petits jeunes qui ne sont pas mêlés. Oui. Et puis il y a des gens comme vous et moi qui paient leurs impôts, qui travaillent et qui aspirent à une meilleure vie. Et ces gens-là, ils le font de manière consciente et précise. Oui, il ne s'agit pas de porter un jugement moral sur les abstentionnistes, ça n'a jamais été mon propos. C'est caricatural aussi de dire les petits jeunes qui sont dans les halls d'escalier. Oui, si on veut. Non, c'était juste pour avoir une image. Oui, mais bon. Il s'agit de dire, pour moi, il s'agit de dire, mais est-ce que quand on s'abstient, on va justement combattre le système qu'on critique? Qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi? On est insatisfait. Oui. On est insatisfait, on n'est pas content. On n'est pas content de la manière dont les choses sont organisées dans notre démocratie. Est-ce que quand on ne va pas voter, est-ce qu'on va participer à l'amélioration justement du fonctionnement de la démocratie? Ou est-ce qu'on ne va pas, au contraire, renforcer les dysfonctionnements en permettant à des gens qui sont de moins en moins représentatifs de prendre des décisions pour une grande partie de personnes qui n'ont pas voté pour eux? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est justement ça le problème. C'est que le citoyen voit que, justement, quand il vote, il a l'impression qu'il vote, mais il ne voit pas du tout le changement. Oui. Il ne voit pas la différence, en fait, entre voter et ne pas voter. Voilà, il ne voit pas... Parce qu'on a l'impression qu'être citoyen, c'est être celui qui vote. Oui. Qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui vote. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut désacraliser le vote. Il faut reléguer le vote à une procédure d'expression parmi d'autres. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement la seule. En fait, c'est la seule fois où on demande vraiment son avis aux citoyens, où il peut donner son avis. Voilà, et dans cette démocratie intermittente qui est imparfaite, si vous voulez. Et donc, moi, ma position, c'est de dire, c'est imparfait, quand on me demande mon avis, je le donne, mais je ne me satisfais pas de ça.
Parce que je ne crois pas qu'en votant pour une liste ou pour un candidat, eh ben, je vais donner mon avis, je vais pleinement participer à la vie de la cité. Donc, moi, je demande à ce qu'il y ait d'autres espaces, d'autres procédures où je vais donner mon avis et puis peut-être un avis plus qualitatif, c'est-à-dire que pas voter pour ou contre quelqu'un, mais peut-être que on va me demander aussi, bon, ben, qu'est-ce qui est bon pour mon quartier, quel projet je vois, est-ce que c'est un terrain de sport, est-ce que c'est une piste cyclable, est-ce qu'il faut améliorer la gestion des déchets, par exemple, vous voyez, est-ce qu'il faut améliorer la circulation, donc en tant que citoyen, je dis, le vote, c'est quelque chose d'important. Mais c'est pas la démocratie, c'est pas ça. On peut pas limiter justement l'exercice démocratique à l'élection. Moi, je comprends ça, mais moi, je me mets à la place du citoyen lambda. Qui se dit que bon, les élections arrivent, on va nous proposer 12 ou 13, 14 candidats, on va nous dire de changer, et il va faire ce changement-là de toute bonne foi, et puis après, il voit qu'il n'y a pas ce changement-là. Parce que moi, je pense que l'abstention, ça va permettre de revoir le système dans lequel on est. Par exemple, les indemnités des politiques. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas annuler tout cela, ou bien juste baisser, mais vraiment baisser de manière vraisemblable pour voir quels sont ceux et celles qui sont vraiment sincères, qui vont vraiment pour aider le pays, par exemple. On aura une émission de s'interroger sur la manière de diriger. Je pense que l'abstention, au moment où nous parlons, ça c'est mon avis, ça sert à quelque chose de profond. C'est utile. Il ne faut pas du tout enlever ça. Parce que le citoyen n'a pas d'autre moyen que de s'abstenir. C'est sa manière la plus peut-être radicale de vraiment exprimer quelque chose. Moi, je le pense. Sincèrement, je pense que c'est utile. Parce que pour l'instant, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a pas vraiment de changement qui va dans le sens du peuple. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens, et je pense qu'avec ce qu'on a vu cette année, le spectacle qu'on a eu à la CTM cette année, mais vraiment, les gens attendent le 13 juin. Pour ne pas aller voter. Exactement. Bien sûr. Mais bien sûr. Dans ce cas... je vais raccrocher, juste pour donner mon avis, c'était juste ça. Je ne suis pas du tout contre le fait d'aller voter. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi et de comprendre ce qui est nécessaire de faire. Toujours d'essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui ne votent pas. Moi, je ne vote pas, je sais pourquoi. Je l'ai dit là, à peu près. Je suis un citoyen conscient. Je travaille, je paie des impôts. Je suis quelqu'un d'honnête. Mais moi, j'ai des attentes que je ne vois pas. Donc, je m'exprime de cette manière pour l'instant. Ça peut changer demain. Mais pour l'instant, pour moi, c'est utile. Ça a du sens. Ça a du sens comme pour celui qui va voter. Ça a du sens pour lui. Et pour moi, voter blanc, voter nul, ça n'a pas du tout la même signification que de s'abstenir. S'abstenir, pour moi, c'est s'exprimer. Je m'exprime de cette manière. Donc vous vous contentez Non, je ne me contente de rien du tout, madame. Mais je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Vous vous contentez des élus qui sont représentés dans les instances. Non, pas du tout, madame, pas du tout. Quand on vote depuis plus de 40 ans, on voit qu'on a tellement changé d'élus, qu'on voit qu'on change d'élus, on change d'hommes, mais on est toujours dans le même système. On se pose des questions. On se dit, bon, je vais m'exprimer d'une autre manière, je vais lui faire savoir que j'existe et que je m'exprime de cette manière. Peut-être que ce n'est pas la bonne manière, hein, comme le dit monsieur Jean-Marie. Mais pour l'instant, la plupart des citoyens qui ne votent pas, à mon avis, en discutant avec eux, je pense que pour eux, ça a du sens. Non, mais ça a du sens, mais c'est quand même limité. C'est-à-dire jusqu'où on arrivera. Parce qu'à un moment, il va bien falloir peut-être se tourner vers, mais je vous l'ai dit, ça vers la population. Nous permettre de revoir le système dans lequel on est. Le système, puisque le système nous propose que ça. Oui, les élections tous les 5 ans. Pour changer les choses, on est dans un système électoral. Que ça. Moi, c'est vrai, je pense qu'il faudrait peut-être revoir le système. Oui, tout à fait. Tout simplement. Oui, tout à fait. C'est vrai. Je pense que tous les agents, tous les acteurs de la société ont leur rationalité et il ne s'agit pas de les hiérarchiser, de les juger. Hein? Oui. Donc, les acteurs ont leur rationalité, il faut les constater sans les juger. Ça, c'est ma position. Après, est-ce que ça fait combien de temps que vous vous abstenez, par exemple? Moi? Oui. Ça fait une vingtaine d'années. Voilà. Alors, est-ce que depuis que vous vous abstenez, vous avez constaté une amélioration du comportement
du personnel politique, ou est-ce qu'il vous déçoit encore? Ah oui, de plus en plus. Encore plus. Ouais. Bon, alors, est-ce que l'abstention a produit ses effets? Cela a produit des effets. Oui, plus maintenant, parce que maintenant j'ai compris qu'il faut que chaque Martiniquais comprenne qu'il faut qu'il se prenne en charge. Oui. Qu'il se débrouille, qu'il se démerde, et puis qu'il fasse sa vie. Moi j'ai compris ça, maintenant je suis plus déçu. Mais pour l'instant, je suis un abstentionniste. Alors, sur la question posée ce soir, faut-il rendre le vote obligatoire? Non, c'est ça, je suppose? Ah non, pas du tout. Alors pas du tout, il faut surtout pas faire ça. Non. Mais c'est peut-être la voie d'un changement rapide. Le vote obligatoire. Je ne suis pas voyant, madame. Je ne sais pas. On verra. Peut-être que vous dites que vous n'êtes pas voyant, mais en tout cas, vous abstenez. Oui. Donc, vous dites que finalement, quand vous irez voter, quel que soit pour la personne que vous irez voter, ce seront toujours les mêmes qui sont là. Donc, vous êtes plus voyant. Vous êtes plus voyant que moi, alors. Pas du tout. Oui, puisque vous dites que tant que vous allez vous abstenir, les choses ne vont jamais changer. C'est ce que vous êtes en train de dire, finalement. Non, pas du tout. On espère tous un changement, madame. Je dis tout simplement que l'abstention, ça a du sens, parce que ça peut peut-être permettre de revoir le système électoral dans lequel on est. Mais le vote obligatoire n'est pas immuable. Si vraiment il ne fait pas d'effet, le vote obligatoire, on peut l'enlever. Je pense qu'on peut aussi, entre guillemets, abroger une loi. On n'est pas obligé. Oui. On peut peut-être, pourquoi pas essayer et voir ce que ça peut produire, puisqu'il y a des pays, il y a une vingtaine de pays qui sont déjà sous cette forme du vote obligatoire, que ça soit en Europe, mais aussi par exemple l'Australie, la Bolivie. Enfin, il y a pas mal de pays qui le font déjà. Oui. Et apparemment, il y a des résultats intéressants. Il n'y a pas de souci. Oui, et je trouve que vraiment la conversation qu'on a avec Séverin est très très enrichissante, parce que c'est vrai de nous dire, bon, je suis déçu, et moi je le fais savoir tous les 5 ans, tous les 6 ans. Je le fais savoir au personnel politique, aux élus. En ne me déplaçant pas. Parce que je veux que ça change, j'ai des attentes. Et donc, c'est vrai, je présume que quand même, l'avenir de la société martiniquaise vous intéresse, vous concerne. Je suis actif dans ma société, oui. Voilà, vous êtes actif, et ça montre que les abstentionnistes ne sont pas désengagés. Ah non, pas du tout. Et que l'abstention, pour Séverin, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que c'est une forme d'engagement même. Exactement. Voilà, c'est ça. Parce que moi, la question que je me pose, c'est pas, je ne suis pas dans un exercice comptable, comme le font les politiciens. Oui. Combien il y aura d'abstentionnistes ou pas, et puis après, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail qui se fait dans le pays pour améliorer la situation des gens. Oui. Est-ce que les candidats qu'on va nous proposer là, déjà, on a déjà vu, à peu près, on a pratiquement les mêmes. Après, il y a d'autres qui vont s'ajouter. Bon, maintenant, on va écouter les gens, on va voir. Rien n'est décidé pour l'instant, me concernant. Mais je dis que les gens qui s'abstiennent, puisqu'on a des discussions dans le cadre professionnel avec les gens, il y a beaucoup de collègues qui s'abstiennent, beaucoup de... Ah, mais les abstentionnistes sont majoritaires en Martinique. Pourquoi? Et les raisons sont diverses. Oui. Sont très diverses. Oui. Mais quelle serait la photographie, Olivier Ernest Jean-Marie, si les gens continuent à s'abstenir? C'est-à-dire que la participation on va passer de 30 à 20%. Alors, on était à 40%, par exemple. Si on prend les élections territoriales, les élections de l'Assemblée de Martinique, et compte tenu de la crise sanitaire, je pense qu'au mieux, on va maintenir ce taux-là. Et on risque de descendre encore entre peut-être 35 et 40%. Mais ça dépend parce que, comme moi j'entends ce que Séverin dit, c'est pas joué. C'est-à-dire que globalement, si il rencontre, je dirais, des candidats qui lui paraissent crédibles, qui lui inspirent confiance et qui incarnent un véritable renouveau, il est prêt peut-être à revoir... Comme l'a dit Hubert tout à l'heure. Voilà, sa position. Et toutes les personnes qui nous appellent ce soir aussi, c'est parce qu'elles s'intéressent à la vie démocratique. Mais elles sont déçues. Elles sont déçues. Et donc... alors pour... Je dirais, et ça c'est votre devoir pour donc contrer, je dirais, la baisse tendancielle de l'abstention. Donc c'est bien d'avoir des émissions comme celle-là pour rappeler que toutes les personnes qui ne sont pas inscrites,
Parce qu'on estime que les mal inscrits ou les non inscrits représentent quand même 10% du corps électoral. Donc toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites peuvent le faire jusqu'à 6 semaines. Jusqu'à 6 semaines avant le scrutin, donc des 13 et 20 juin. Donc, ça, je pense que c'est un message qu'on peut faire passer. Et puis, il y a aussi le message, et c'est une volonté aussi du gouvernement pour justement contrecarrer la baisse prévisible de la participation. Aujourd'hui, donc, tout électeur pourra être porteur de 2 procurations au lieu d'une seule dans les scrutins, je dirais, précédents. Donc, ce sont des éléments qui peuvent peut-être aussi faire remonter la participation. Et puis, il y a aussi un élément qui est très, très important. Ce sont des petites solutions, finalement. Oui, ce sont des solutions, mais il y a aussi les partis politiques. Les candidats ont une responsabilité aussi. Et comme l'a dit Hubert, et comme l'a dit aussi Séverin, ce que demandent les abstentionnistes, certains abstentionnistes, parce que bon, il y a des abstentionnistes qui n'iront pas voter, mais ce que demandent certains abstentionnistes, c'est qu'ils soient mis en relation avec des candidats qui mobilisent, je dirais... J'ai parlé de séduction tout à l'heure. Dynamique nouvelle. Une dynamique nouvelle, leur envie, leurs émotions, mais aussi leur intelligence, leur espoir, leurs attentes. Et donc là, la balle est dans le camp des candidats. La balle est dans le camp des candidats et de leurs équipes aussi, qui, si jamais elles sont mobilisées, organisées, peuvent faire remonter le taux de participation. Parce que là, les abstentionnistes, comme l'a dit, vous le disiez tout à l'heure, je vous demandais un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer, c'est quoi le scénario qui pourrait être prévu pour les années à venir, parce que là on est sur tous les 5 ans, tous les 6 ans pour pouvoir voter, on est déjà à 30 ou à 45% de participation, si ça diminue encore 35, on arrive à 25, j'essaie d'imaginer à 15, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce que le gouvernement a prévu... On va revoir le système. On va revoir le système, vous pensez qu'on va revoir le système comme... Peut-être que là, le vote deviendra obligatoire. Oui. Et ça sera imposé finalement. Bon, on peut le faire. Bon, est-ce que je peux raccrocher? Oui, allez-y, c'est vrai. Juste pour dire que si jamais les choses restent telles quelles, si rien ne bouge dans ma position actuelle, si on met le vote obligatoire, honnêtement, c'est une question de conscience. Je vais payer la contravention, mais je n'irai pas voter. Tout simplement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai. Bonne soirée. Ok, je vous écoute. À bientôt sur Martinique la première. Faut-il rendre le vote obligatoire? Non, encore une fois, par rapport à ce que vient de nous dire c'est vrai. Vous avez évoqué quelques solutions. Vous avez parlé, par exemple, pour les dernières élections, de ces 2 procurations qu'on pourrait avoir, une personne pour avoir 2 procurations pour aller voter. Un certain nombre de solutions pourraient être intéressantes pour endiguer le phénomène de l'abstention. Alors, il y a le vote obligatoire, on en a parlé. Il y a d'autres modalités, il y a d'autres petites choses qu'on pourrait mettre en place. Oui, on pourrait ne pas limiter le vote à un seul jour, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, en France, on vote le dimanche ou le samedi pour nous, quand il y a, à cause du décalage horaire, quand on est sur des scrutins qui intéressent la France et tous les territoires. Donc on pourrait dire qu'on vote toute la semaine qui précède peut-être le dimanche. Donc ça permettrait à des gens qui estiment que le dimanche ils ont autre chose à faire qu'aller voter, donc d'aller voter au cours de la semaine par exemple. Il y a la question aussi du vote, je dirais, à distance, le vote électronique à distance aussi, qui ferait nécessairement remonter la participation, parce que bon, donc ça génère moins d'efforts que de faire 2-3 clics de souris, de se déplacer pour aller au bureau de vote, même si c'est quand même sympa d'aller dans un bureau de vote, il y a une ambiance particulière. C'est vrai, surtout chez nous. Voilà. Et donc il y a ces pistes-là qui sont à l'étude.
Et vous en avez donné une tout à l'heure, oui. Elle est un petit peu, enfin, pas subjective, mais c'est la part la responsabilité un petit peu des élus. Vous en avez dit quelques mots. Vous avez parlé du triptyque quand même, hein. Vous avez parlé des élus, c'est vrai, des médias, mais aussi des électeurs qui doivent peut-être s'impliquer un peu plus dans la vie politique, s'intéresser à ce qui se fait autour de cette notion, autour des ambitions, hein, qu'on peut leur retrouver quand on parle politique pour la société et pour la population. Quelles seraient encore les petites solutions pour enrayer le phénomène d'abstention et faire augmenter le taux de participation? Vous en avez encore d'autres, Olivier? Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aborder aussi dans une autre émission, c'est la question du programme. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance, ces derniers temps, à avoir des candidats qui ont présenté donc des catalogues de mesures, et puis qu'ils ont tôt fait d'oublier une fois qu'ils ont été élus. Mais je pense que avec la crise sanitaire et avec l'impact que ça a eu, par exemple, sur la gestion du mandat d'Emmanuel Macron, qui lui aussi donc avait un programme, bien qu'au départ de sa campagne, il avait dit que le programme, c'était pas important, et puis il s'est fait rattraper par, je dirais, ses soutiens qui ont dit non, c'est pas sérieux d'aller à une élection sans programme, donc il faut un programme. Donc il avait un programme, mais qu'il n'a pas pu appliquer parce que il y a des événements dans un monde qui est volatile, incertain, complexe, ambigu. Il y a des événements qui dépassent la pauvreté de la responsabilité humaine. Et donc, il n'avait pas prévu donc la crise des Gilets jaunes, il n'avait pas prévu la crise donc de la Covid-19, et tout ça, ça a un impact. Donc, on est dans un monde extrêmement volatile et on ne peut pas, je dirais, faire un plan sur 5 ans de 100 mesures. Mais comme Joe Biden sur 100 jours, il promet de faire en 100 jours un certain nombre de choses. Oui, mais là, c'est très réduit. C'est très réduit, et donc là, c'est jouable. Mais quand on est sur 5 ans, beaucoup de choses peuvent se passer sur 5 ans. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas des hommes politiques. Vous dites que finalement, dans les programmes électoraux, il vaudrait mieux avoir des priorités, se fixer vraiment des choses mesurables. Il y a clairement quelque chose à inventer, parce que je pense que ça fait partie. On a entendu ce soir beaucoup de déceptions, beaucoup de gens qui ne vont plus voter parce que la parole politique a été dévalorisée, parce qu'elle n'est plus crédible, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses et peu de promesses tenues, et surtout il y a eu peu d'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire que quel était l'objectif de départ, quel est le résultat à l'arrivée, et comment on justifie l'écart, quoi. Est-ce qu'on a dépassé l'objectif? On est en deçà? Pourquoi on n'a pas réussi? À quel moment on a corrigé la trajectoire? Et aujourd'hui, souvent, pour faire un bilan, on va déclamer le nombre de millions qu'on a dépensés pour faire des routes, pour construire des écoles, pour soutenir des entreprises, mais sans indiquer quels étaient les objectifs de départ et les résultats à l'arrivée. Alors si on prend un point sur ce que vous dites, les objectifs de départ, il faudrait faire ce programme électoral à partir des finances ou du budget. Si on prend une mairie par exemple, puisque vous avez un certain nombre de maires qui se présentent pour les mairies, et ils font leur programme électoral en fonction de ce qu'ils souhaiteraient faire pour la mairie. Oui. Ils se disent, dans 10 ans, j'aimerais faire ci, etc. Voilà. Sauf que quand ils arrivent à la mairie, il y a 10 000 euros seulement, et ils ont un projet qui fait 100 000 euros. Oui. Donc, c'est ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de décalage, d'écart entre ce qu'on souhaiterait faire, et puis finalement, à l'arrivée, ce qui est capable d'être fait. Et à ce moment-là, c'est vrai que le citoyen peut dire, voilà, vous aviez promis de faire telle chose, vous ne l'avez pas fait. Et le candidat, lui, est-ce qu'il a la possibilité de dire vraiment les choses, ou de... C'est très ça aussi, délicat, ça fait partie... En fait, aujourd'hui, pour un candidat qui est dans l'opposition, il ne dispose pas, je dirais, de la même visibilité et donc sur l'état des finances locales, mais aussi sur l'état de l'organisation humaine d'une municipalité ou d'une collectivité territoriale. Donc il n'a pas toutes les informations, quoi. La transparence n'est pas totale.
Et donc il y a une asymétrie, donc il y a une différence entre ce que voit le candidat de l'opposition et ce que voit celui ou celle qui exerce les responsabilités. Donc ça pose un problème démocratique. Et donc souvent, donc, il y a des candidats qui ont beaucoup d'ambition et de bonnes intentions, et puis qu'une fois arrivés au pouvoir, on constate que ils n'ont pas les moyens humains, ils n'ont pas les moyens financiers, les moyens logistiques, les moyens peut-être réglementaires aussi, de mener à bien leur programme politique. Et puis, donc, et souvent, on se rend compte que le discours qu'on entend souvent, c'est dire, bon, écoutez, là, on a gagné, vous nous avez porté aux élections, aux responsabilités, mais on a trouvé la collectivité dans un tel état qu'on n'a pas eu le temps de faire le programme en un seul mandat. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de nous faire confiance une deuxième fois pour prolonger, pour qu'on puisse faire aboutir nos projets. Mais même dans ce cas, le citoyen reste le seul juge. Oui, voilà, et puis le citoyen voit clair. Le citoyen voit clair aujourd'hui et il manifeste son comportement, son mécontentement, soit justement par l'abstention, comme on l'a entendu ce soir, soit par des votes protestataires. Nul, puisque ou blanc ou nul, mais voilà. Mais ça génère surtout beaucoup d'abstention. J'aimerais qu'on parle un petit peu des avantages et inconvénients, quelques points du vote obligatoire. Qu'est-ce que ça pourrait... Alors, les inconvénients, on en a peut-être évoqué quelques-uns. Enfin, non. On va parler des avantages. Qu'est-ce que ça pourrait amener... L'inconvénient majeur qu'on a entendu là, c'est que ça heurte notre besoin de liberté. Ça heurte notre besoin de liberté et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui suis un militant de l'émancipation individuelle, et moi j'aurais préféré que les personnes, les citoyens aillent voter par adhésion, par envie, par enthousiasme, par conscience. Et donc c'est vrai que donc ça, je pense que ça heurte. Mais les avantages donc du vote obligatoire, c'est que je pense que ça permettrait, ça obligerait les élus à vraiment faire campagne, je dirais, même tout au long de leur mandat. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, notamment aujourd'hui en Martinique, c'est qu'on a des élus qui se déclarent de plus en plus tard. Pourquoi ? Parce que ils ont déjà, je dirais, leurs militants, leur organisation, et ils sauront mobiliser ces gens-là. Et pour ces candidats-là bien installés, l'abstention, en fait, joue en leur faveur. Et donc, si il y avait un vote obligatoire, ces candidats-là seraient obligés de partir en campagne plus tôt. Aussi, et oui, et plus tôt. Plus tôt. Et donc, ça permettrait aussi peut-être une clarification de l'offre politique plus précoce, parce qu'aujourd'hui... en Martinique, l'offre politique est extrêmement confuse, quoi. On sait qu'il y a peut-être 6-7 listes, mais on ne sait pas très bien qui sera avec qui, quelles seront les alliances de premier et de second tour. Et puis, et je pense que ça pourrait générer aussi un renouvellement plus rapide de la classe politique, parce que les élus seront moins bien installés, et dépendrait d'un plus grand nombre d'élus. Et puis l'avantage, je pense que le principal avantage, c'est sur la légitimité des décisions qui seraient prises. Que quand vous prenez une décision parce que vous avez été élu par, je dirais, 45% donc des inscrits, vous avez quand même plus de légitimité que quand vous avez été élu par 18, 19, 20% des inscrits. Donc ça donne une plus grande légitimité aux décisions qui sont prises par l'élu. Pour un peu faire une synthèse de ce que vous dites, quand on
on aurait, par exemple, quand le vote serait obligatoire, plus de personnes y ont voté, seront obligées d'aller voter. Donc, on aura des taux de participation qui vont dépasser les 45 qu'on en a aujourd'hui. À ce moment, quand il n'y a plus de personnes qui vont voter, ça veut dire que pour les listes, évidemment, il y aura plus de taux de participation. Du coup, un élu ne va pas s'asseoir sur ses lauriers parce qu'il sait que la participation est très importante. Tout à fait. C'est ça, hein, la participation est importante parce que l'abstention finalement fait le jeu aussi. Hein. On s'embête pas trop, on est là. Je schématise. Hein, oui, tout à fait. J'illustre, je n'ai pas dit que c'est comme ça que ça se passe, mais puis aussi, dans l'idée, ce serait ça. Tout à fait. Il s'avère que quelquefois, il y a une abstention qui est particulièrement prononcée dans un secteur géographique. Mm-hmm. Et en fait, compte, ça peut générer du comportement de l'élu, donc de détachement vis-à-vis de ce quartier géographique en disant mais bon, ces gens-là ne vont pas voter, à quoi bon développer des projets dans cette partie de la ville, de la commune. Surtout quand il y a un fort taux de participation dans d'autres quartiers. Voilà, c'est ça. Donc on va plutôt favoriser donc les quartiers où il y a une forte participation et puis délaisser les quartiers où il y a une faible participation. Et donc le vote obligatoire permettrait justement d'uniformiser les politiques publiques sur tout le territoire. Une forme de stabilité à peu près. Il nous reste à peine 7 minutes pour finir cette émission de ce soir avec Olivier Ernest Jean-Marie. Mais rassurez-vous, il reviendra dès la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Non, je vais vérifier quand même les dates, puisque nous aurons encore d'autres émissions de ce type, de ce genre, sur l'antenne de Martinique, la première, le soir, Drive Back, 20h. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Claude. Oui, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Alors, j'ai pas tout entendu parce que j'étais en ligne, j'avais une occupation. En tout cas, l'idée du vote obligatoire, je suis pour. Hein, parce que, et puis en même temps, si vous vous rappelez, du point de vue historique, il me semblait quand j'étais jeune que lorsque mes parents devaient faire des démarches administratives, on exigeait à certains moments la carte d'électeur qui devait être tampée. Il devait avoir le sceau qu'on avait voté aux élections précédemment. Donc il y avait un côté obligatoire quand même, hein, puisqu'il y avait cette obligation-là. Si on n'était pas à jour avec sa carte électorale, il y avait des prestations, je ne sais pas de quel ordre que c'était, mais il y avait des difficultés, je dirais, administratives qui pouvaient exister. Donc c'était une forme d'obligation. Donc l'obligation va effectivement clarifier beaucoup de choses. Et puis si qui dit obligation dit la prise en compte du vote blanc, eh bien, si le vote blanc est majoritaire, les gens ne seront pas élus. Donc ça veut dire que les personnes qui se présenteraient aux élections devraient avoir une offre politique suffisamment solide, suffisamment pertinente et large pour pouvoir être sûr d'être élus, quoi, puisqu'ils vont pas, il faut ils n'ont pas conquérir que leur noyau, je dirais, de supporters. Il faut conquérir le plus large possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une sorte de programme électoral anonyme comme pour les CV, donc on vote carrément que pour le projet et pas pour... Ça serait pas mal, pourquoi pas. Oui, peut-être. Oui. Donc ça va clarifier, ça va renforcer le côté démocratique, parce que la démocratie, effectivement, pour représenter le plus grand nombre, la démocratie telle qu'on est aujourd'hui, elle est représentative, donc il faut que ce soit le plus grand nombre qui participe. Sinon, on peut se retrouver avec des idées qui représentent même pas un tiers ou un quart des votants, et ce sont ces idées-là qui vont diriger à l'encontre du bon sens des fois toute une nation, tout un pays, quoi, des fois même le monde. Donc il faudrait que, selon moi, le vote devait être un peu plus solennel. Merci beaucoup Claude pour votre intervention dans notre émission de ce soir, et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. D'accord.
Au revoir. Merci, au revoir. Alors, je voulais parler du Brésil, hein, par exemple, où le système a été mis en place en 1932 quand même, en parlant d'obligation de vote. Si je ne vais pas voter, nous dit cette dame qui s'appelle Mariana Terra, à une élection, je dois justifier pourquoi dans un délai de 60 jours, dans une école électorale ou sur Ethernet. Si je ne me justifie pas, j'écope d'une amende, c'est ce qu'elle dit. Bon, ce n'est pas grand-chose, c'est quelques réals, l'équivalent de 2 € hein, pour le Brésil, mais en cas de récidive, la facture peut vite devenir salée. Hein. C'est le cas du Brésil. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle a eu quelques petites complications parce qu'elle vivait en France et n'avait pas demandé le transfert de son titre d'électeur. J'ai raté plein d'élections. Quand l'année dernière, j'ai eu besoin de refaire mon passeport, tout était bloqué. Il a fallu que je règle ma situation auprès du tribunal supérieur électoral. Heureusement, dit Mariana Terra, elle a pu compter sur l'aide de sa famille restée au pays, donc au Brésil, pour régler l'amende et obtenir une dérogation. Ça a pris quand même 3 mois. Hein. Elle souligne donc ce qui lui est arrivé. Elle raconte son cas. Oui, c'est comme en Belgique. En Belgique, si donc, on ne vote pas une fois, donc on a une amende de 80 € je crois. Et si jamais on récidive, après il peut y avoir des complications. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus éligible à la nomination de promotion dans le service public, de poste. Donc, il peut y avoir des complications si jamais vous êtes dans la fonction publique. Et donc cette idée de contrainte assortie donc au vote obligatoire, et là encore renforce l'idée donc d'atteinte à la liberté des individus et c'est pas très sexy. Pour résumer, c'est pas très sexy, très enthousiasmant, mais peut-être qu'il faut en passer par là de façon transitoire, temporaire, pour faire remonter les taux de participation et redonner plus de légitimité aux acteurs politiques. L'émission est en train de se terminer. Olivier, Ernest, Jean-Marie, on a un prochain rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce tout premier rendez-vous avec vous, donc, autour de la démocratie. Faut-il rendre, le vote obligatoire? Nous aurons un prochain rendez-vous. Je crois que c'est le premier, c'est ça? Pas la semaine prochaine, puis la semaine d'après. C'est le 7 alors? C'est le mardi, je crois que c'est le mardi. J'ai plus les dates en tête. On est un peu perdu. Je sais que la semaine prochaine, je serai en vacances. Oui, donc ça doit être le 31, il me semble. Voilà. Le 31 ou le 1er. Je crois que c'est le 1er avril. Ou le 30, ou le 30. Bon, on se reverra. D'accord. À quoi sert un programme électoral, hein? On reviendra. Ce sera le prochain rendez-vous avec Olivier, Ernest, Jean-Marie. Vous pourrez là encore faire part de vos opinions. À quoi sert un programme électoral? Merci d'avoir été avec nous, Rodrigue Calixte pour la technique notamment, ainsi que vous au téléphone standard de La Première. On se retrouve demain soir, jeudi, pour un nouveau numéro de Drive Back. À très bientôt, Olivier, Ernest, Jean-Marie. Au revoir, merci Claudine, au revoir la Martinique. Et à tous. Il est 22h, le temps pour nous de retrouver l'info présentée par France Inter, tout de suite après de la bonne musique pour vous accompagner très tard dans la nuit. Il est 3h, le